Madame, Monsieur, bonjour. Olivier Damézin porte 3 casquettes. Député du Lot-et-Garonne depuis juin 2017. Il est également référent La République En Marche dans son département. Et dans le cadre de ses fonctions à l'Assemblée nationale, il vient de remettre à Jean Castex, Premier ministre, un rapport sur la lutte contre le suicide des agriculteurs en France. Quels sont ses constats? Quelles sont ses préconisations? Quel sera l'avenir de ce rapport? Olivier Damézin est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Olivier Damézin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Nous allons aborder la situation des agriculteurs, évidemment, pendant cette émission et de ce rapport que vous avez élaboré ces derniers mois. Mais avant cela, un regard sur l'actualité de la semaine, bien évidemment. Jean Castex a annoncé jeudi soir des mesures concernant le confinement. Couvre-feu à 20h, un monde de la culture qui reste fermé, un réveillon du 31 décembre sacrifié, des mesures difficiles à entendre pour les Français, pour les Aquitains. Comment avez-vous vécu ces annonces ? Malheureusement, on s'y attendait un peu tous, je crois, parce que les derniers chiffres étaient vraiment pas bons. Et puis le président avait bien précisé lors de son allocution que si tout allait bien et si on était sous la barre des 5000 cas journaliers. Et donc là, maintenant, quand on voit ce qui s'est passé aussi en Europe, parce qu'on parle toujours de la France, mais il faut voir ce qui se passe en Europe et dans le monde, on est dans une situation où je pense qu'on n'a pas plus le droit à l'erreur, et on n'a jamais eu d'ailleurs, mais là on a encore moins. Et est-ce que c'est vraiment important de faire le 31 décembre pour une année qui, je pense qu'on espère tous l'oublier rapidement? Il y avait eu un brin d'optimisme quand même. On pensait que vers le 15 décembre, la situation s'améliorait suite à ce confinement qui existe maintenant depuis plusieurs semaines. Il y a le froid qui est arrivé. C'est une déception quand même. Ah oui, c'est une déception pour tout le monde, je pense. Et puis moi, Vos retours de terrain, vous, quand vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ça? Moi, au niveau local, et les retours que les gens me disent, non, c'est normal, il faut vraiment qu'on en sorte, et puis une bonne fois pour toutes, et surtout qu'on évite la troisième vague. Dans votre département, donc en Lot-et-Garonne, quels sont les impacts que vous pouvez d'ores et déjà mesurer, notamment d'un point de vue économique? Tout ce qui est restauration, bar, restauration, discothèque. Et vous vous rendez compte que depuis le mois de mars, ces discothèques sont fermées. Donc économiquement, pour ces chefs d'entreprise, cette activité, c'est très compliqué. Alors c'est un discours que l'on tient maintenant depuis plusieurs mois, oui. Mais ça prend quelle forme sur le terrain? Est-ce que vous voyez des chefs d'entreprise qui sont en train de mettre la clé sous la porte, en dépit des aides apportées par l'État? Il y en a eu quelques-uns, on ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas eu, mais dans l'ensemble, ils reconnaissent que ce qu'on fait en France, c'est très important, et ils nous en remercient. Bon, après, ils aimeraient travailler. Ce que je peux que comprendre, c'est que les Français et puis les Lot-et-Garonnais ont envie de travailler. Et surtout, les chefs d'entreprise, ils n'ont pas attendu après nous pour travailler. Donc, c'est un gros problème de ce côté-là, c'est certain. Et puisqu'on va parler beaucoup des agriculteurs dans cette émission, comment est ressenti, après ces mois de confinement, comment ce confinement est-il ressenti par les agriculteurs? Alors les agriculteurs, déjà, qui dit agriculture, on vit dans la ruralité, donc on est moins impacté par rapport à la problématique des grandes villes. Déjà, nous, le port du masque n'est pas obligatoire dans nos petits villages, dans nos petites communes. Mais il est certain que là, on ressent quand même un impact par rapport à tout ce qui est production, parce que ça tourne au ralenti. Sur certaines activités, c'est très ralenti. Un mot de politique nationale dans cette émission. Cette crise sanitaire, a quel impact, selon vous, sur l'image du gouvernement, l'image du président de la République? Je pense que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire autrement. Après, il y a eu, moi j'aime bien dire les choses en vérité, il y a eu certains couacs sur le premier confinement. C'était vrai que c'est une crise qui était imprévue et imprévisible. Donc les gens étaient vraiment dans l'attente de ce qui devait se dire, se faire. Est-ce que vous, à ce moment-là, plus de visibilité par rapport au président? Et d'ailleurs, je fais partie des députés qui lui ont écrit il y a un mois et demi maintenant, en lui disant qu'il fallait nous faire un agenda, un planning. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Lors de sa dernière prise de parole, il a donné jusqu'au mi-janvier. Et il a bien précisé, parce que ça, il faut bien le redire, et les gens, il suffit qu'ils regardent les images, il a bien précisé que si tout allait bien, il y aurait 3 étapes. La deuxième étape qu'on va avoir le 15 décembre, on ne l'aura pas parce que ça ne va pas bien. Il faut espérer d'ailleurs que, moi je le dis aux Français et aux Lot-et-Garonnais et aux Aquitains, soyons vigilants si on ne veut pas que ce soit encore décalé au mois de janvier. Lors de cette première crise, ce premier confinement justement, où la gestion a été peut-être un peu chaotique, avec des erreurs également de communication, est-ce qu'on vous a demandé, vous, les députés sur le terrain, les députés de La République En Marche, de porter la bonne parole et de relayer un message positif? Oh, ça, on ne le demande pas forcément. Puis bon, chacun fait comme il le ressent. Moi, je sais que j'ai toujours dit qu'au niveau des masques, c'était compliqué et qu'on avait peut-être fait des ratés. Mais de toute manière, les masques, ils étaient fabriqués en Chine, là où est né le virus.
Donc c'est quand même compliqué d'avoir des masques, nous, en Europe, puisqu'il faut savoir que toutes les entreprises ont été fermées. Et ça, c'est pas la responsabilité de la majorité actuelle. Hein. On a laissé partir des entreprises en Chine et à l'étranger depuis des décennies. Et bien, à la fin, on en a payé le pot cassé. Donc il faut maintenant, nous, qu'on se ressaisisse et qu'on remette nos activités le plus possible au niveau local, et notamment dans l'Aquitaine. Le changement de Premier ministre, notamment lorsqu'Édouard Philippe a quitté son poste à la demande du Président de la République, est-ce que ce changement de Premier ministre était opportun avec le recul aujourd'hui ? Je pense vraiment qu'Édouard Philippe a été un très très bon Premier ministre. C'est quelqu'un que j'apprécie et j'ai vraiment apprécié de travailler avec lui. D'ailleurs, c'est lui qui m'a confié cette mission, on aura l'occasion de parler dans la suite de l'émission. Mais il était vraiment très très fatigué, il était épuisé. Je peux vous dire que j'ai des photos d'Édouard Philippe et moi quand il a été nommé Premier ministre, juste après, et je m'étais amusé à les regarder quand il est parti. Mais c'était plus le même homme physiquement, on l'a bien vu. Il a vraiment mis de sa personne. Donc c'est Édouard Philippe qui a vraiment souhaité quitter Matignon ? Je pense qu'il était vraiment fatigué. Moi je pense qu'il voulait vraiment prendre du recul parce que pour lui ça devenait très compliqué. Et ce changement de Premier ministre a quel impact sur la vie politique française aujourd'hui ? Moi, je pense que Jean Castex fait bien le travail et il a un travail très très compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes politiques qui voudraient être à sa place en ce moment. Vous voyez. Quelles sont les relations justement du Premier ministre avec les députés, avec vous ? Moi, j'ai des très bonnes relations. Donc, il m'a bien, par rapport quand justement, il y a 8 jours, quand je lui ai remis mon rapport, il était très à l'écoute. Et bien sûr, c'est quelqu'un de la ruralité, quelqu'un qui connaît bien l'agriculture. Et il était dans l'attente de ce rapport. Pour lui, d'une grande importance. Alors, on vous sent optimiste, c'est peut-être pas le mot, mais vous êtes très en phase avec le gouvernement. Pour autant, est-ce que la politique menée par ce gouvernement, depuis sa mise en place, est-ce que tout vous convient ? Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont posé problème ? Oui, il y a des situations... que vous avez contestées, que vous avez pu exprimer. Oui, vous savez, on nous dit toujours à nous qu'on est les députés Godillot, mais amusez-vous à regarder ce que votent dans certains partis, certains groupes, les députés, comme ils suivent leur chef de file et comme nous on le suit, vous verrez qu'on est loin d'être des Godillots. Mais ça, il y en a qui ne veulent pas le voir. Mais moi, je peux vous dire qu'en pourcentage, je fais partie des députés qui n'ont pas toujours voté ce qu'on nous a demandé de voter. Quels sont les points, justement, qui ont entraîné un désaccord avec le gouvernement ou la ligne du gouvernement ? Moi, par exemple, il y a une future loi sur le mal-être animal, comme certains appellent, ou la maltraitance animale. Moi, personnellement, je ne suis pas co-signataire je veux d'abord qu'on s'occupe du mal-être agricole et du mal-être humain avant de s'occuper du mal-être animal. Le mal-être animal est bien sûr très évident et très important, mais pour moi, on doit quand même s'occuper des hommes en priorité. Vous êtes député depuis 3 ans et demi. Quel est votre bilan aujourd'hui ? En tous les cas, quel serait le bilan que vous pourriez tracer si on vous demandait justement de faire un point sur les points positifs et peut-être négatifs ? Donc, je vais commencer par le positif, c'est toujours intéressant. Donc, moi, je m'étais mis plusieurs objectifs, et notamment par rapport aux retraites agricoles, par rapport aux chefs d'exploitation qui tournent autour de 700 € par mois. Je m'étais engagé pendant la campagne à défendre cette cause. Et le 18 juin 2020, nous avons voté la modification de ces retraites, donc sur les retraites agricoles, et ça va passer à partir du 1er janvier 2022 au plus tard, peut-être avant, on verra si les organismes sociaux arrivent à mettre ça en place, 85% du SMIC qui va correspondre à 1025 € de retraite. Donc ça, c'était un objectif pour moi, et j'y ai travaillé pendant 3 ans avec André Chassaigne, il ne faut pas que je l'oublie, c'était le rapporteur du texte de loi, et moi j'étais le responsable de texte, donc on a bien travaillé sur ce dossier, et je suis très content qu'on y soit arrivé. Après, on a d'autres choses qu'on a votées, qui étaient très importante, mais par rapport aux choses négatives, j'ai pas quelque chose qui me vient à l'esprit vraiment, mais j'ai eu des désaccords si vous voulez, mais j'ai pas c'était pas fondamental si vous voulez. Sur votre rôle de député, puisque avant 2017 vous étiez conseiller municipal d'une petite commune du Lot-et-Garonne, la marche est haute lorsque l'on devient député. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer ? Alors, c'était pas que c'était difficile, c'est que je me rendais pas compte de l'importance d'un député peut-être, la relation qu'un député pouvait avoir avec des membres du gouvernement et même du président de la République. Moi, la première fois que j'ai revu le président de la République, une fois qu'il avait été élu, parce que j'avais fait bien sûr sa campagne pour qu'il soit élu président de la République en 2017, moi je le vouvoyais. Je m'étais mis à le vouvoyer parce qu'il était devenu président et il m'a dit « Mais non, pourquoi tu me vouvoies avant de se tutoyer ?» Et pareil avec les ministres. Moi je ne pensais pas qu'on avait un tel lien, un député pouvait avoir tel lien avec les gouvernements et le chef du gouvernement et le président de la République. D'un point de vue très technique, ce n'est pas simple de construire la loi. Est-ce qu'il a fallu pour vous travailler, être épaulé pour véritablement maîtriser la construction d'un texte ? Oui, alors là, on est bien sûr
sûr, on est très, très aidé au niveau de l'Assemblée nationale. Hein. On a des administrateurs qui sont là pour nous rendre service et puis surtout pour arriver à pondre une loi qui soit vraiment la plus précise possible et qu'on ne soit pas retoqué après par le Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est des choses très importantes. Et donc ça, oui, on a aussi une aide administrative qui est vraiment très importante. Hein. On vous voit en train de prendre la parole à l'Assemblée nationale. Cet ancien monde, est-ce que véritablement la République en marche s'en est éloignée ou est-ce que par moment vous avez l'impression que vous êtes rattrapé par l'ancien monde ? Ah non, en plus, il y a quelque chose qui a changé, si vous voulez, c'est le premier mandat où les députés ne sont que députés. Ils ne sont plus députés maires, ils n'ont plus de responsabilité au niveau d'un conseil départemental ou d'une région. Donc vraiment, l'ensemble des députés, hein, pas que de la majorité, mais l'ensemble des députés est vraiment investi sur sa mission de député. Et c'est pour ça qu'on fait 30% de présence en plus et de vote aussi dans les Alors tout n'est pas aussi simple, parce qu'il y a quand même de nombreux députés qui ont quitté la République en marche à l'Assemblée nationale ces dernières semaines, ces derniers mois. Oui, bien sûr. Oui. Je crois qu'il y en a une trentaine en tout. Hein, c'est beaucoup. C'est un désaccord sur la ligne de conduite du parti. Oui, puis après aussi, il y a des gens qui ne se retrouvent pas. Il y a aussi il y en a même qui ont quitté carrément le rôle de député. Qui ont cessé la fonction. Cette déception, c'est parce qu'ils avaient peut-être du mal à soit endosser le costume, soit aussi c'est physiquement et moralement, il faut y aller. Hein, c'est quand même un travail. Hein, on ne travaille pas 5 jours par semaine, on travaille 7 jours sur 7. Donc c'est un investissement. Moi ça me plaît. S'ils étaient candidats, ils le savaient avant, j'imagine. Peut-être qu'ils s'en étaient pas rendus compte ou peut-être qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient être élus aussi. Donc, puisqu'on parle de politique, prochain scrutin important, les élections départementales et régionales. Alors, ça devait être en mars, ce sera probablement au printemps prochain. En juin, oui, tout à fait. En juin prochain, vous allez vous investir dans le cadre de ce scrutin ? Ah oui, je serai candidat au régional, oui. Sur votre département du Lot-et-Garonne. Mon département du Lot-et-Garonne, oui. Quel est l'objectif pour vous, puisque vous êtes déjà député ? Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais maire adjoint et vice-président de comité de commune. Et moi, je me rends compte, les députés, et ça c'est une erreur qui a été faite par le passé, de supprimer ce lien avec le local, les députés et même les sénateurs d'ailleurs, on est un peu éloigné. Donc moi, ça va que j'habite dans un petit village, que je suis toujours proche des élus et autres, mais quelqu'un qui habite dans une grande ville peut être complètement éloigné. Donc moi, je veux me retrouver au niveau d'un ancrage local, en plus de députés, et je pense que c'est très important. Et c'est dommage qu'à l'époque, ils n'aient pas laissé le choix que les députés puissent rester sans indemnité, par exemple, ça aurait été bien, ou qu'ils reversent l'indemnité à leur village ou je ne sais quoi. Mais c'est important, je trouve, d'avoir un ancrage local. Est-ce que vous savez, d'ores et déjà, si vous serez à nouveau candidat aux législatives, cette fois-ci dans 1 an et demi ? Non, c'est trop tard, hein. C'est trop loin, je ne peux pas le dire pour l'instant. Trop tôt pour vous projeter ? Oui, c'est vraiment trop tôt, et puis quand je dis trop tard, on a encore le temps. Alors, nous en parlions en ce début d'émission, le coronavirus entraîne, on le sait d'ores et déjà, la suppression du Salon de l'agriculture programmé en février prochain à Paris. Quel est, selon vous, l'impact de cette première décision pour le monde agricole ? Par rapport au Salon de l'agriculture. Au Salon de l'agriculture, ça c'est vraiment... C'est vraiment triste, hein, c'est vraiment triste parce qu'on avait un moment de partage là, les élus avec les agriculteurs, et puis pour eux c'était quand même une fête, et puis surtout des échanges, commercialement, n'en parlons pas, c'était très important. Hein, il y avait beaucoup de chiffres d'affaires qui se réalisaient sur ce salon, et aussi pour les agriculteurs, c'est le plaisir de faire découvrir aux Parisiens et aux gens qui viennent au salon, parce qu'il n'y a pas que les Parisiens, heureusement, ce que c'est que l'agriculture française. On a un joyau, on ne s'en rend pas compte. On a une pépite en France qui est l'agriculture. Et les gens, à travers le salon de l'agriculture, c'est la plus grande ferme du monde pendant 10 jours. Cette vitrine qui donc ne sera pas ouverte en février, elle est très très mal vécue, vous venez de le dire, par le monde agricole. C'est un élément supplémentaire qui vient aggraver la situation des agriculteurs ? Non, ça n'est pas là, je pense pas. C'est surtout une déception parce que c'est vraiment un moment agréable dans l'année pour les agriculteurs quand ils ont la chance de pouvoir monter à Paris à cette occasion. Donc ça c'est certain que économiquement c'est pas bon pour ceux qui font du business sur place, mais par rapport à l'agriculteur qui vient faire le concours ou qui vient en tant que visiteur, pour lui c'est vraiment un moment de plaisir et d'échange, de revoir des amis de longue date de toute la France. Je le disais en ce début d'émission, vous avez été chargé par Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, de faire un rapport sur la douloureuse question des suicides dans le monde agricole. Vous avez remis ce rapport à Jean Castex le 1er décembre dernier, il y a quelques jours. Ce constat est difficile à faire et il est évidemment glaçant, mais quels sont tout d'abord les chiffres concernant le nombre de suicides en France et en Aquitaine ? Alors les chiffres datent de 2015. On était plus à 375. Les prochains chiffres, puisque les études se poursuivent... Oui, mais c'est ce que je dis aussi dans le rapport, et c'est ce que j'ai dit au Premier ministre lors de la remise du rapport, que je partais sur des chiffres de 2015 et que j'évite... c'était des chiffres obsolètes, parce qu'il m'est impossible de vous répondre, savoir s'il y a plus de suicides aujourd'hui qu'en 2015, ou moins, on ne le sait pas, on n'a pas les chiffres. Donc il y a des gens qui vont vous dire qu'il y en a plus, il y en a des gens qui vont vous dire qu'il y en a moins. Donc moi je vous dis que je ne peux pas vous donner ces chiffres-là. Alors, par rapport à 2015, oui. Oui, mais on peut redonner ces chiffres en France et en Aquitaine ?
Comment? En Aquitaine, vous avez le chiffre? Non, j'ai pas le chiffre exact. Mais puis je vous ai dit, les chiffres, après je me suis dit, ça sert à rien que je parte sur ces chiffres-là, parce qu'ils sont obsolètes. Par contre, moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on soit plus précis et qu'on arrive à avoir des chiffres plus souvent. C'est pas normal qu'un pays comme la France, on n'ait pas des chiffres depuis 2015. Donc ça, c'est un premier élément qui apparaît dans votre rapport que l'on voit derrière nous, en tous les cas, la page de ce rapport. Après cette étude approfondie de la situation, puisque vous avez travaillé plusieurs mois sur ce thème, quelles sont les raisons qui poussent certains agriculteurs à se suicider? Alors, la principale, c'est tout ce qui est financier, tout ce qui est économique. Un agriculteur perd de l'argent quand il travaille. C'est assez incroyable. Il se lève le matin, par exemple, on va prendre le cas d'un éleveur, il va se lever le matin de bonne heure, au lever du jour, il va aller travailler, il va faire 14 heures par jour, il va gagner 500 € par mois pour 70 heures par semaine, en moyenne, on va dire, et pour 500 € par mois. Comment voulez-vous que des gens ne finissent pas par craquer, quoi. Surtout que si c'est des agriculteurs qui ont pris la suite de leurs parents et de leurs grands-parents, ce sont des gens qui, après-guerre, ont eu des exploitations lesquelles ont prospéré, le père aussi, ensuite. Et là, le petit-fils, lui, par contre, il se retrouve dans une situation très compliquée. Mais lui, tout a changé parce que c'est plus lui qui fixe le prix, c'est plus lui, il y a une concurrence féroce. Donc il y a des gens qui se retrouvent dans des situations de mal-être incommensurables. Justement, on va regarder un exemple sur le terrain, si vous le voulez bien. Le malaise est très présent et je vous propose d'écouter le témoignage d'un agriculteur de Foyer, justement en Lot-et-Garonne, qui explique ce qu'il ressent chaque jour. Reportage Roger Souza, Benoît-Pierre Morin. Philippe Salfranc sait récolter les choux, mais ça fait longtemps déjà que le cœur n'y est plus. Cet agriculteur exploite depuis une trentaine d'années 10 hectares de céréales et 10 hectares de maraîchage. Son constat sur les petites exploitations comme la sienne est sans appel. Peut-être monde sacrifié, puisque ça fait 50 ans qu'on ne valorise plus nos produits. Ça fait 50 ans que finalement on fait place l'argent devient maître partout. Donc le petit qui embrasse moins, automatiquement, il est moins avantagé. Comment sortir le monde paysan de l'ornière? Le rapport d'Olivier Damézin, commandé par Édouard Philippe en février dernier, a été remis à son successeur. Il faut aider, oui, il faut aider, mais il ne faut pas brutaliser. Attention, beaucoup auront du mal à évoluer parce que ça fait trop longtemps que les gens souffrent, les gens n'y arrivent pas. À l'heure qu'il est, le rapport du député de Lot-et-Garonne est sur le bureau de Jean Castex. Reste à savoir quelle place il va prendre dans la pile. Alors justement, où en est ce rapport et que va-t-il devenir? Qu'espérez-vous comme mesure prise et sur quelle échéance, quel calendrier? Donc, je lui ai remis le rapport le mardi 1er décembre. Et le 2 décembre, j'étais déjà en réunion avec Julien de Normandie pour la remise du rapport. Et d'ailleurs, de suite, on avait programmé une réunion. Donc, j'ai fait 29 propositions sur 7 piliers différents. Et moi, ce que j'ai souhaité lors de ce rapport, quand on a un rapport comme ça confié par le président de la République, Premier ministre, on se dit tous que ça va finir par une loi. Ce qui pourrait être le cas. Mais si je fais une loi Damézin sur ce sujet, avant un an, il n'y a rien qui va se passer. Et en attendant, il y aura eu des suicides. Donc moi, je veux pas qu'il y ait une loi. Je veux pas. Moi, ce que je veux, c'est que les 29 mesures soient le plus applicables, le plus vite possible. De suite qu'on y aille. Et d'ailleurs, dès la fin de la réunion, il y a déjà des choses qui sont passées dès le lendemain par rapport au droit au répit. Qu'est-ce que c'est le droit au répit? Vous avez quand même des gens, dans les conditions de travail que je vous ai dit tout à l'heure, qui en plus ne prennent jamais de congé. C'est des gens qui ne sont jamais partis en vacances. Justement, dans votre rapport, vous évoquez les 4 R. Les 4 R, tout à fait. Repos, recul, rebond et réseau. Alors, derrière ces mots, il y a quelles mesures prioritaires à prendre le plus vite possible? Donc, la première, celle que vous venez de citer. C'est ce que je venez de citer, le droit au répit. Mais quelqu'un qui gagne 500 € par mois, pour lui, si vous voulez, c'est difficile de partir en vacances. Mais si déjà il a quelqu'un qui vient le remplacer, qui vient l'aider avec la structure qui existe au sein de la MSA, ça serait très bien. Le seul problème que l'on a, c'est le côté financier. Mais ça, justement, c'est à nous à apporter des solutions, le côté financier. Quand je dis nous, l'État et le gouvernement. Et après, la MSA, elle doit trouver du personnel. Et là, c'est le deuxième facteur qui est compliqué actuellement, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qualifiées, ou du moins de personnes qui sont capables de remplacer les agriculteurs. Donc ça va créer des emplois, par contre. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose, cette mesure. Ça va créer des emplois dans l'agriculture. Et on aidera les agriculteurs à prendre du repos. Après, vous avez donc le recul. C'est là où quand un agriculteur est en vacances, quand un agriculteur peut se reposer, ou même quand il fait un temps de pause, il fait du recul par rapport à son activité. Est-ce que ce que je fais, c'est encore rentable? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Comment je pourrais m'organiser? Il se remet en cause par rapport à son activité. Après, vous avez le troisième R qui est le réseau. Et là, c'est par rapport aux chambres d'agriculture, par rapport aux syndicats, par rapport à ses amis, ses voisins et autres. Il réfléchit à comment il va s'organiser pour la suite. Et le rebond, c'est s'il arrive à mettre ça en place, ou pas d'ailleurs. Il peut très bien se rendre compte que son activité, c'est fini, mais avant de passer à l'acte ultime ou alors de tout perdre, il peut changer d'activité, rebondir.
Alors, dans votre département, il y a un homme qui s'appelle Patrick Morin, oui. Qui marche depuis plusieurs années justement pour sensibiliser à la cause du suicide des agriculteurs. Nous sommes allés lui demander ce qu'il pensait justement de votre rapport. Interview réalisée par Ingrid Gallou et José Souza. Monsieur Damézin a fait un rapport quand même qui est assez approfondi, mais pas dans le bon sens, pas dans le sens qu'il aurait dû faire. Est-ce qu'il en a eu les possibilités, est-ce qu'il n'en a pas eu les possibilités de parler de revenus? Ça, c'est autre chose. Je ne pense pas, parce qu'il a bien travaillé avec le ministère de l'Agriculture, il a bien travaillé avec le ministère de la Santé, mais il n'a pas du tout travaillé avec le ministère de l'Économie, chose qu'il aurait fallu en premier. Patrick Morin qui reprendra son bâton de pèlerin en février prochain, qui partira à nouveau sur les routes pour justement passer cette bonne parole. Que pensez-vous des remarques de Patrick Morin sur votre rapport? Il n'y a pas que lui qui l'a dit, et puis j'apprécie Patrick parce qu'il fait. Il a fait partie des gens qui ont attiré les politiques et l'alerte. Ces marches, il ne les a pas fait pour rien. Donc j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il a fait, et qu'il fait d'ailleurs. Si tout le monde avait fait comme lui, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais par contre, moi, si vous voulez, moi, c'est une mission officielle. C'est pas Damézin Olivier qui dit tiens, qu'est-ce que je vais faire dans mon rapport. Moi, je l'ai sous les yeux, c'est identification et accompagnement des agriculteurs en difficulté et prévention du suicide. Donc moi, je n'étais pas là pour parler d'économie, si vous voulez, dans le proprement dit, comment je vais faire pour augmenter leur revenu. En fait, ou ce que reproche à la situation, c'est que les 4 R, on les a entendus, il y en a un autre. Il y a un autre R qui apparaît, qui est celui des revenus. En fait, ce que disent certains, c'est qu'il y aurait beaucoup moins de soucis si les agriculteurs réussissaient à vivre de leurs revenus, tout simplement. Mais évidemment. Et donc, vous croyez que c'est la mission de Damézin Olivier en 6 mois qui va faire que ça fait 40 ans, et le monsieur disait même 50 ans qu'il y avait une difficulté, vous croyez que moi en 6 mois je vais trouver la solution? Moi c'était pas ça qu'on me demandait, et on m'a pas demandé ça d'ailleurs. On m'a demandé pour éviter que les gens ils arrivent à se suicider. C'est pas pareil. Et moi, si vous voulez, bien sûr qu'il faut augmenter le revenu. Mais si c'était pour dire on va augmenter le revenu, la mission elle servait à rien. C'est pas en 6 mois qu'on va trouver la solution par rapport à augmenter le revenu. Par contre, en 6 mois, on peut trouver des solutions pour que les gens ne se suicident pas. Et moi, c'est mon but, et ça sera mon but. Après, il y a d'autres personnes qui sont là, il y a des ministères qui existent, il y a des syndicats qui existent, il y a des chambres d'agriculture qui existent, donc il y a des gens qui sont là pour trouver des solutions pour que les agriculteurs aient des revenus. Mais moi, ma mission, c'était pas ça. Les gens qui disent ça par rapport à mon rapport, c'est que soit ils n'ont pas lu mon rapport, soit qu'ils n'ont pas lu ma lettre de mission. Par rapport à ce que vous avez pu entendre et ce que vous entendez de toute façon sur le terrain, en Lot-et-Garonne, puisque c'est votre département, l'agriculture aujourd'hui, ou le métier d'agriculteur, c'est un métier d'avenir aujourd'hui? Oui, bien sûr, moi j'y crois. Alors malheureusement, et on va vite comprendre pourquoi, c'est que dans les années 80, il y avait plus d'1 million d'agriculteurs. Nous sommes en 2020, on est passé à 400 000. Et je le vois bien, dans mon petit village, hein, des successions. Il y a beaucoup de gens que je connais qui vont partir à la retraite ou qui partent à la retraite, qui n'ont personne derrière. Mais parce qu'ils n'arrivent pas à vivre, parce qu'ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à vivre. Oui, moi je suis très optimiste sur la suite. Il y a d'ailleurs, le Lot-et-Garonne en fait partie. Hein. Il y a la Chambre d'agriculture qui est assez originale dans certaines mesures. Vous voyez, un jeune qui s'installe, elle lui offre 10 vaches à l'installation. Eh bien moi, je peux vous dire que ça n'a jamais été fait. Et personnellement, oui, mais s'il n'arrive pas à vivre ensuite de son produit, en l'occurrence de la vente du lait, si les prix ne sont pas suffisamment, ne lui permettent pas d'assurer le quotidien, ça ne peut pas encourager. Chaque cas est différent. Mais bon, moi j'ai fait quand même un tour de France. Hein. Je suis allé dans tous les coins de France par rapport à cette mission. Et j'ai vu un agriculteur il y a 5 ans qui avait fait une tentative de suicide. Et donc il a été aidé par sa chambre d'agriculture donc sur un nouveau projet. Donc il est parti de l'engraissement de volailles à de la vente directe de volailles. Et ben c'est une personne qui a complètement changé sa vie et qui maintenant a une exploitation qui est rentable et qui gagne sa vie. Donc je ne dis pas que tout est facile, mais il va y avoir des dispositions qu'il va falloir prendre dans le mode recul, justement, se poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une agriculture de recul? Et comme il y aura plus de facilité à avoir des terres en théorie, je dis bien en théorie, il y aura plus de facilité à avoir des terres puisqu'il y aura moins d'agriculteurs sur le terrain, peut-être qu'il y a des ouvertures qui vont être dans les prochaines décennies. Et si l'on va au-delà du problème économique et de revenus, vous côtoyez beaucoup les agriculteurs, quel est le ressenti par rapport à ce que l'on appelle l'agri-bashing, c'est-à-dire la mauvaise image donnée par certains, la mauvaise image des agriculteurs? Comment vivent-ils cette situation? Mal, visiblement. Alors, je vais vous y répondre au agri-bashing, parce que là, je suis très sur le sujet, on va dire également. Mais par contre, je vais juste revenir avant très rapidement. On a parlé justement des problèmes de revenus, mais il n'y a pas que les problèmes de revenus par rapport au suicide. Vous avez aussi les problèmes de génération. Vous avez les parents et les grands-parents qui mettent une pression terrible à l'agriculteur actuel quand ça va pas bien. De mon temps, c'était mieux, je faisais mieux ci, je faisais mieux là, patati, patata. Et ça, si vous voulez, pour l'agriculteur, c'est terrible d'entendre ça tous les jours. Et d'avoir cette pression de dire j'y arrive moins bien que mon père et que mon grand-père, ils me le font remarquer. Et il y a des suicides pour ça.
Il y a aussi des suicides par rapport à l'isolement. Avant, vous aviez 5 ou 6 fermes qui se touchaient, il y avait de l'entraide, il y avait le coup de main, ce qu'on appelle le coup de main, donc on allait s'entraider entre nous, entre les agriculteurs, entre eux. Donc ils allaient s'aider, et donc ça c'était un échange, et la personne ne se retrouvait pas dans l'isolement. Et là, il y a de la solitude complète, et il y a des gens qui ont des exploitations qui sont rentables, ils arrivent à en fonctionner, mais l'isolement et la solitude font... L'isolement, la solitude, et s'ajoute à cela donc une société qui regarde d'un mauvais œil les agriculteurs. Vous avez il nous reste une minute dans cette émission. Pour moi, la stupidité qui est l'agribashing, hein, ça a été monté de toutes pièces, hein, cette histoire. Il ne faut pas croire que c'est venu comme ça, les gens qui se sont mis à ne pas aimer les agriculteurs, mais ils les montrent du doigt. Vous avez des agriculteurs qui ont été agressés parce qu'ils étaient en train de polluer les sols, soi-disant, alors qu'ils étaient en train de semer. Il y a des gens qui se font agresser. Vous avez des agriculteurs maintenant qui vont avec soit le fusil, soit avec la batte de baseball, soit le manche de bois, parce qu'ils ont peur de se faire agresser en travaillant. Donc on vit une époque assez incroyable. Il y a des agriculteurs qui se sont fait taguer, qui ont comparé leur élevage à Auschwitz. Donc là, moi je dis, ça suffit. Maintenant, il faut arrêter avec ça. Vous avez des reportages qui sont faits, qui montrent des abattages, qui montrent autres. Amusez-vous, regardez des vidéos. Et c'est pas un amusement d'ailleurs, mais regardez bien les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Je fais pas de publicité pour l'association parce qu'elle en a trop de la publicité déjà. Mais vous regardez les prises électriques des fois. Regardez les compteurs et autres. C'est pas tourné en France. C'est des images volées. Et on fait croire que ça se passe chez nous. Alors je dis pas que tout est parfait. Et je peux vous dire que quand il y a une enquête des différents ministères, des préfectures, que l'élevage ne fonctionne pas bien, les sanctions sont prises. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des images volées et on fait croire que ça se passe en France alors que c'est pas en France, bien souvent. Votre objectif, c'est donc de suivre cette évolution et d'améliorer le quotidien des agriculteurs. C'est la fin de cette émission. Olivier Damezan, on suivra l'évolution de votre rapport et les préconisations qui vont suivre. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de Dimanche en politique. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.